Monsieur l'administrateur, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, l'équité vient à notre rencontre dès que nous ouvrons le digeste de Justinien, un des volumes du Corpus Juris Civilis. Dans le premier texte, aux premières lignes, nos yeux sont attirés par ces mots, et peut-être pas seulement nos yeux, mais aussi les doigts. Nous voyons ici la page du manuscrit conservé à Florence, celui auquel nous devons la connaissance du digeste. Certains mots sont abîmés au point de presque disparaître, notamment la mention du droit comme technique du bon et de l'équitable. J'aime penser que les lecteurs de toute époque y ont posé leurs doigts pour lire avec toute leur attention, un peu comme la chaussure de la statue de Montaigne, place Pain-Levé. Cette image en dit beaucoup sur le programme de notre colloque. D'abord que l'équité est une notion qui a été élaborée dans l'Antiquité, notamment dans le champ juridique et rhétorique, faut-il ajouter. Deuxièmement, que le digeste a eu un rôle majeur dans la diffusion de cette notion dans plusieurs domaines. Autour de la lecture du digeste et du Corpus Juris est née, comme nous le savons tous, l'université en tant que forme d'enseignement, d'abord à Bologne au XIe siècle, ensuite dans les autres pays. Ce corpus de textes latins, renforcé par les œuvres de Cicéron et par l'aristotélisme, a donc constitué la base de formation de la culture juridique européenne jusqu'au seuil de l'âge contemporain. À son tour, la centralité de la faculté de droit dans la formation des élites continentales implique qu'un certain nombre de sciences sociales ont été élaborées par des savants formés aux études de droit. L'économie et la sociologie en sont deux exemples bien connus. Mais justement, le succès et la diffraction de la notion juridique d'équité dans plusieurs disciplines ont provoqué le même genre d'effacement que nous voyons matériellement ici sur le manuscrit. Trop d'attention, trop de remploi, peut-être même trop d'espoir dont elle a été chargée, risque d'en user le sens, transformant l'équité en une notion autant évoquée qu'équivoque. D'où l'objet de notre colloque et ces deux trajectoires. D'une part, ces journées prolongent et élargissent le cours de cette année consacrée à l'équité, histoire romaine du désir de justice, portant notamment sur sa dimension antique. Ce que j'ai pu retracer de cette phase originaire de l'équité sera enrichi, précisé par les interventions de ce matin, qui apporteront notamment des éclairages fondamentaux sur l'histoire culturelle dans les deux champs de la religion romaine et de la philosophie grecque, et dans sa dimension à la fois pratique et théorique de l'éloquence judiciaire. Ensuite, le débat rompra les amarres, se détachant du port de l'Antiquité pour suivre la notion de l'équité jusque dans ses vicissitudes contemporaines. Cet après-midi s'ouvrira avec une nécessaire mise au point sous l'angle philosophique, afin de comprendre si la pensée contemporaine a pu apporter des éclairages partagés par rapport à certains apories de la tradition classique. Ensuite, trois interventions replaceront la notion d'équité dans autant de champs intellectuels et pratiques cruciaux pour la société contemporaine, l'économie, où elle trouve l'un des terrains les plus fertiles, même si parfois elle a du mal à y planter ses racines, les algorithmes, car la notion d'équité peut solliciter une réflexion sur le risque que des décisions prises sur la base des grands ensembles des données puissent reproduire les mêmes inégalités que celles dont sont affectées ces données. Enfin, nous attendons d'entendre l'intervention sur la santé à l'épreuve de la pandémie du président du Conseil scientifique Covid-19, le professeur Delfraissy. Ce colloque avait été programmé bien avant le début de la pandémie et c'est donc un des cas où nous pourrons mesurer de façon plus directe comment notre vécu a fait mûrir, peut-être a transformé douloureusement notre regard sur un objet d'étude en le rapprochant davantage de notre expérience.
Par ailleurs, comme l'a très bien souligné Dominique Charpin, nous sommes tous heureux que la disponibilité de tous les intervenants nous ait permis de tenir bon, et avec toute la prudence nécessaire, notre choix a été récompensé. Et nous avons la possibilité d'accueillir nos auditeurs qui sont au cœur de la politique culturelle de l'établissement. Et je remercie aussi le personnel du Collège de France qui a rendu possible cette réorientation du colloque. Demain, le matin, le programme reviendra au droit, mais dans une perspective contemporaine, axée sur 3 phénomènes qui en élargissent le périmètre au-delà des normes. Donc, le titre, l'équité hors du droit, est maintenu même lorsqu'on parlera du droit. D'abord, on parlera de l'équité intergénérationnelle à propos de l'exploitation et de la protection de l'environnement. L'équité, dès l'Antiquité, n'est considérée comme accomplie que si celui qui l'applique prend en compte tous les acteurs concernés, même ceux qui sont moins visibles et protégés. Dans le cas de l'environnement, donc aussi les générations futures. Ensuite, l'équité sera visitée dans une perspective comparatiste, car justement, mais nous avons déjà entendu une sorte de comparatisme, disons, diachronique. Il sera intéressant de comprendre si d'autres traditions, qui ne sont pas nécessairement influencées par les droits romains, ont eu recours à des notions comparables. Encore, le sujet de l'équité linguistique soulignera que l'équité ne concerne pas seulement les contenus normatifs du droit, mais également les conditions matérielles de l'accès à sa connaissance et à son exercice. C'est l'un des enjeux majeurs de nos sociétés pluri- et multilinguistiques. L'idée de contrat sera enfin abordée dans une perspective sociologique, cette discipline qui nous éclaire à la fois sur la réalité et sur les catégories pour l'étudier. Donc, 2 trajectoires à suivre, l'une qui nous amène dans l'Antiquité, l'autre qui examine sa réfraction au prisme du contemporain dans un éventail de disciplines cardinales. Comme le colloque sera suivi d'une publication, l'objet est donc de composer une sorte de lexique de l'équité et une clarification conceptuelle. Et les discussions et les contributions des présidents de séance, que je tiens à remercier tout particulièrement de leur rapport, nous aideront à enrichir les questionnements et aussi à renforcer la cohérence des échanges. Avant de laisser la parole aux intervenants, il me revient de présenter brièvement, je ne vais pas refaire mon cours, la première étape de cette discussion, c'est-à-dire l'idée d'équité élaborée par les juristes romains telle que je l'ai présentée dans mon cours. Au préalable, un point de méthode. Ce colloque, en rapprochant en un seul espace des disciplines anciennes et modernes, en rend l'hétérogénéité plus évidente. Quel est l'intérêt, voire la légitimité épistémologique à mettre en contact l'Antiquité avec le présent? Tout un chacun aura son opinion. J'ai pour ma part 2 réponses. La première intention de cette approche polycentrique est rétrospective. Connaître les usages contemporains de cette notion permet aux chercheurs engagés dans la fouille de l'Antiquité de mieux percevoir les conditionnements inconscients dont il est le porteur. Cela atténuera le risque de les reproduire dans son interprétation du passé. Donc il faut connaître l'horizon intellectuel dans lequel nous sommes plongés en tant que chercheurs de l'Antiquité pour n'être pas inconsciemment trop influencés par ces préconventions. Mais il y a une deuxième intention de ce colloque, presque inverse, remettre en contact ces usages variés avec le tronc antique de la notion d'équité, duquel ils sont issus, permettra, je l'espère, d'en réactiver les sens, redonnant force à une notion qui, en s'éloignant de son contexte de genèse, perd inévitablement en intensité. Maintenant, quelques éléments pour dessiner un portrait de l'équité romaine. J'articulerai mon discours autour de 5 questions
Je pense en effet que le dialogue entre antiquité et présent doit viser lui aussi à l'interopérabilité. Nous connaissons tous le désagrément quand deux appareils n'ont pas d'interface pour fonctionner ensemble. J'utiliserai donc comme interface, pour vous présenter quelques éléments de ma recherche sur l'équité antique, ces 5 questions que chaque chercheur a retrouvées sans doute sur son chemin. D'abord, quel est le rapport entre équité et égalité? Ensuite, l'équité est un mot noble, mais creux, que tout un chacun remplit de sens, bref, un masque de l'arbitraire, ou possède-t-elle l'équité, au contraire, un contenu fixe, universel, voire immuable? L'équité à Rome s'oppose-t-elle ou s'intègre-t-elle au droit? Quel est le rapport entre équité et justice? L'équité est-elle la justice au cas par cas? Je commence par la question concernant le rapport entre équité et égalité qui a déjà été mise au point par notre administrateur. L'étymologie peut nous aider, effectivement. L'équité des langues modernes, equity, équité, equidad, est issue du latin equitas, un substantif qui indique la condition d'être equus. Il est formé de l'adjectif plus un suffixe tas, c'est le même suffixe qui produit des mots comme libertas, la liberté, la condition d'être libre. À l'origine de la famille de mots qui nous intéressent se trouve donc l'adjectif equus qui précède le substantif abstrait equitas. Equus, il n'a pas une étymologie sûre qui a pu être établie, comme pour la plupart des mots dont la racine est un diphtongue a, e. Equus signifie uniforme, plat, dans un sens horizontal qui ne présente pas de différence. Dans ce même champ lexical, il y a d'autres mots qui complexifient davantage le champ, car d'equus provient un deuxième fil sémantique, celui de l'égalité. La proximité des deux termes explique en partie, justement, l'un des équivoques les plus fréquents auxquels l'équité est exposée, c'est-à-dire d'être confondue avec l'égalité. Il est vrai d'ailleurs, il ne faut pas le sous-estimer, que le latin même utilise parfois les deux mots comme synonymes, mais une ligne de démarcation peut quand même être tracée. Disons-le brièvement, l'égalité est le constat de l'identité. L'équité, en revanche, consiste en la prise en compte des différences. Même si elle est entourée d'une aura positive, très souvent, l'équité n'est fait que reproduire la situation du départ. Donc, même si elle prend en compte les différences, l'équité fonctionne souvent comme un dispositif de conservation de l'équilibre existant, opération qui implique à son tour une dynamique. On se rend compte du dynamisme de l'équité si l'on considère les images mentales que le mot fait surgir liées à l'idée de symétrie. Une transposition symbolique particulièrement efficace a lieu dans le domaine de la mesure, car equus exprime bien la relation de correspondance entre un objet et un autre. Voici un contrepoids, c'est un exemplaire en bronze retrouvé à Tarragone qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, pesant 38 kilos, ce contrepoids le plus grand qui a été découvert à ce jour dans le monde romain. Il aurait appartenu à une énorme balance composée d'un fléau suspendu par une anse qui le divise en deux bras inégaux. L'équilibre est obtenu justement à l'aide d'un contrepoids. Le nom latin du contrepoids est equipondium, du substantif pondus, poids, et de l'adjectif equus,
donc deux poids correspondants. Le contrepoids de Tarragone prend la forme d'un buste féminin. Elle représente très probablement l'équitas. Cela nous fait voir littéralement que l'équité est une opération par laquelle les plateaux qui ne sont pas au même niveau au début sont équilibrés par des contrepoids et au fond, ce n'est jamais une égalisation car le contrepoids n'est pas identique à l'objet qu'il mesure. Il n'est qu'un équivalent. L'équité, c'est donc une opération qui met en jeu la différence et la proportion. La deuxième question incontournable est celle du contenu de l'équité, lorsque le mot est utilisé pour qualifier une opération juridique. S'agit-il d'un mot creux, comme on a la tendance à le croire aujourd'hui, ou possède-t-il une signification stable? L'adjectif equum est très présent dès qu'une littérature latine nous est parvenue, à la fin donc du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et il exploite l'adjectif equum, les images mentales que nous venons de rappeler. Dans les sources plus anciennes, equum intègre avant tout l'idée d'égalité de traitement. Elle fait référence aussi au rapport nécessaire entre l'obéissance aux normes et leur connaissance. Encore, elle exprime le lien entre avantages et inconvénients, cuius commoda eius et incommoda, ce qui contient un principe plus profond, à savoir que dans une relation, personne ne doit tirer profit au détriment de l'autre. Il s'agit, comme vous le voyez, d'idées qui rentrent dans l'image mentale de symétrie dont la balance est le support. Je l'appellerai équité primordiale. Mais à un certain moment, déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'idée romaine d'équum s'enrichit au contact de la philosophie et surtout de la rhétorique grecque. C'est un phénomène qui se déroule dans l'ombre où le laisse le manque de sources, mais qui nous apparaît déjà accompli autour des années 80 dans deux manuels de rhétorique, l'un anonyme, l'autre du jeune Cicéron. Là, nous rencontrons ce qui me paraît l'aspect le plus important de l'équité romaine, c'est-à-dire le fait qu'elle est insérée dans une vision du monde. Les rhéteurs, mais aussi les philosophes et ensuite les juristes, partagent une véritable anthropologie politique qu'ils appellent le droit de nature. C'est dans ce cadre que l'équité prend tout son sens, sans perdre son sens primordial que nous venons d'évoquer. Cette anthropologie veut qu'il y ait à l'origine des relations entre les êtres humains un noyau inné, biologique. La société, en tant que communauté d'intérêts, dit Cicéron, suivie par les juristes, naît, je cite traduction Cicéron du De Finibus, naît avec la tendresse de pères pour leurs enfants, se développe dans les liens du mariage et de la progéniture, puis coule insensiblement au dehors, s'étend aux parents par les sangs, aux parents par alliance, aux amis, aux relations de voisinage, grandit avec le titre de citoyen, se repent sur les nations alliées et attachées à la nôtre, enfin est consommé par l'union de tout le genre humain. De cette fresque anthropologique découle l'équité comprise en premier lieu comme droit à l'autodéfense, donc c'est ce noyau biologique qui porte d'abord sur soi-même, droit à l'autodéfense, devoir d'assistance mutuelle entre proches, également interdit de nuire à autrui. Et donc, dans cette vision anthropologique, la question de la succession aussi des filles est résolue
par les droits romains, disons d'une façon effectivement différente par rapport à celle que Thomas Romer a évoquée, en donnant les droits de succession aussi aux filles, parce que ça rentre dans cette perspective anthropologique qui veut que ce type de liens biologiques ont une incidence aussi sur les droits. Donc, je me réjouis de cette possibilité déjà de comparaisons, parce que ça montre que l'équité romaine, dans ce cadre anthropologique, est porteuse des contenus. Ce n'est pas seulement une notion, disons, opérationnelle, mais elle intègre des critères de contenu normatif. C'est dans ce même cadre que se déploie en deuxième lieu l'instinct inné à la gratitude d'une part et à la vengeance de l'autre part, d'où vient notamment l'équité de la punition. Et c'est là aussi, jaillissant du besoin naturel de vérité, que naît enfin l'équité comprise comme respect des engagements. Cicéron lui-même distingue soigneusement ces trois principes. Je crois effectivement qu'il s'agit là du point saillant concernant l'équité romaine. Le mot, son étymologie, contient un certain nombre d'idées, mais elle demeure vide, sauf si on l'insère dans une vision plus large de l'homme en société. C'est ce que les Romains ont fait. La perte de ce cadre de référence aujourd'hui fait qu'on a tendance à considérer l'équité comme un mot vide. Bien entendu, la question n'est pas de partager ou de rejeter cette anthropologie, il est clair. Mais l'enjeu, c'est de comprendre, du point de vue scientifique, que sans elle, l'équité se décolore et perd son efficacité en tant que critère de résolution des conflits. Quel est le rapport entre équité et justice? Ici encore, les sources anciennes peuvent aider à saisir les représentations mentales des Romains. Ici, vous voyez deux monnaies. À gauche, il s'agit d'un as en bronze de l'empereur Galba. Nous en voyons le revers qui porte la plus ancienne des images personnifiées de l'équité figurant sur une pièce. À droite, nous voyons le revers d'un denier d'argent de Septime Sévère, IIIe siècle. Ce sont deux femmes, deux personnifications des divinités. S'agit-il de l'équité juridique ou commerciale? C'est John Scheid qui tranchera. Je vous prie seulement de regarder les symboles. Les deux déesses empoignent une sorte de long bâton, le sceptre symbole du pouvoir, qui deviendra dans la modernité le glaive. Donc il y a aussi cette, disons, traversée symbolique des temps. Ces longs bâtons est ce qu'elles ont en commun, les deux personnifications, mais Equitas tient une balance, tandis que Justitia tient une patère pour les sacrifices. Donc Equitas se tient debout, Justitia est assise. Pour les Romains, il s'agissait évidemment de la personnification de deux notions qu'on peut et qu'on doit séparer. Ce n'est pas évident pour nous, mais pour eux, il était évident. Et ici encore, permettez-moi de ne vous donner que l'explication très brièvement que je considère la plus cohérente. La justice est une vertu, une attitude subjective. En revanche, l'équité est les critères, d'où la balance, les contenus de cette attitude de justice. Et cette distinction est profonde. Je me borne à signaler que les juristes du digeste ne citent que 8 fois Justitia et environ 100 fois l'équité, Equitas. Et on trouve la même distribution dans la littérature latine en général, c'est-à-dire que l'Equitas, les mots de la rhétorique, nous en parlera Charles Guerin ce matin, justice
c'est la vertu de la philosophie. Nous en sommes à notre quatrième question, à notre... donc je me suis un peu perdu dans le nombre. C'est notre dernière question. Non, c'est la troisième. Donc, on revient à la troisième question. Le rapport entre l'équité et les droits. Donc, c'est une question assez fondamentale. Est-ce qu'il y a une opposition ou une intégration? Parmi les historiens du droit est répandue l'interprétation selon laquelle, au IIe siècle, la présence de ecum indiquerait la scission croissante entre deux sphères juridiques, entre ius d'une part et ecum d'autre part. Le droit, avec son formalisme archaïque, entrerait en tension avec l'ecum, dont le prêteur serait le défenseur. Cette interprétation est simpliste et n'est pas étayée par les sources. Elle projette sur le passé, je crois, certaines configurations du droit moderne contemporain. D'abord, le dualisme entre common law et equity, mais aussi les droits de tradition civiliste influencent cette vision, car les codifications conçoivent l'équité comme opposée au droit positif et normalement la renferment dans des bornes très étroites. Le droit romain possédait en revanche une structure ouverte et notamment les prêteurs et les juristes pouvaient intégrer l'équité dans le droit positif. Donc il y a une différence des structures des systèmes juridiques contemporains et le système romain qui fait que concevoir cette opposition entre droit et équité pour l'Antiquité romaine va contre la nature des interactions entre les acteurs du système juridique romain. Mais plus encore, il faut relire cette question du point de vue de la théorie même du droit romain. Car l'équité, et nous l'avons vu, je crois que ça ressort d'un certain nombre des lieux que j'ai visités, l'équité était conçue comme le principe fondamental, c'est-à-dire une dimension à laquelle les droits positifs devaient se rapprocher le plus possible. Cette co-substantialité, j'ose la définir de cette façon, entre droit et équité, est attestée par une série infinie de sources, mais je me borne à revenir à la première que j'ai citée, celle qui dit que le droit est la technique du bon et de l'équitable. On peut très bien discuter sur la effective correspondance dans les faits, mais comme nous parlons de l'idéologie, donc l'idéologie veut, déjà à partir de cette formule, que l'équité soit un élément intégré dans les droits. Enfin, effectivement, est-ce que l'équité est la justice au cas par cas? Et dans cette perspective, une attitude bienveillante. Je ne veux pas empiéter sur un terrain qui sera exploré par Philippe Hoffmann. Je me borne à dire qu'à mon sens, il y a là une autre équivoque. L'équitas est confondue avec l'épiaikeia grecque, avec laquelle elle ne partage qu'une vague ressemblance phonétique, mais aucune parenté sémantique. Donc il y a des points de contact, mais il s'agit de deux notions très différentes. J'espère avoir pu montrer certains éléments de l'équité.
Je souhaite conclure mon introduction par la lecture d'un passage qui résume plusieurs de ces aspects, avec la force qui lui vient d'être liée à un récit. Le passage est tiré d'une œuvre du juriste Paul, dans la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il s'inscrit dans le contexte de l'Actio Locati, qui inclut également les contrats que nous qualifions aujourd'hui de contrats de transport. Comme un navire était en difficulté par la tempête, une partie de la marchandise fut jetée à la mer. Les propriétaires de marchandises perdues, s'ils avaient loué ces marchandises, doivent agir, sur la base du contrat de location, contre le capitaine du navire qui peut agir contre les autres dont les marchandises sont sauves pour partager proportionnellement le dommage. En effet, il est très équitable que le dommage soit partagé en commun avec ceux qui n'ont conservé leurs marchandises que parce que les autres ont perdu les leurs. Pour sortir de la tempête, un navire a été allégé d'une partie de sa cargaison. Une fois au port, les propriétaires de marchandises doivent contribuer proportionnellement à dédommager les propriétaires de marchandises jetées à la mer. Entre la perte des uns et les gains des autres, il y a en fait un lien de causalité. Il y a une véritable interdépendance. Le latin le dit très bien, propter, donc, qui souligne cette interdépendance à cause du fait que certains biens ont été jetés à la mer, donc perdus, les autres ont été sauvés. Donc il y a une relation. Cette relation nécessite de considérer la situation des uns par rapport à celle des autres. Le déséquilibre est évident. Pour éviter cela, il faut mettre en commun la perte. L'équité est ici les critères de décision, c'est un critère de décision qui poursuit l'équilibre entre les parties d'un rapport en évitant l'enrichissement de l'une au détriment de l'autre. Alors, c'est vraiment l'idée romaine de l'écoum à l'œuvre et la logique de la balance, mais le passage de Paul laisse apercevoir un champ plus large. Les navires est une métaphore facile pour un groupe social dans lequel la situation de l'un est liée à celle de l'autre. Donc, on revient à ce point du lien entre l'idée de l'équité qui possède dans l'Antiquité romaine en arrière-plan une vision de la société, et je pense aussi qu'il n'est pas difficile de reporter cette image à la situation que nous sommes en train de vivre, dans laquelle certains membres de notre société ont dû subir de pertes plus grandes que les autres pour maintenir le navire à flot. Et l'équité ne demanderait-elle pas qu'on repartisse les pertes? L'équité, pour ne pas rester une notion vague, présuppose donc une anthropologie politique, une idée de ce que l'homme est en soi et dans ses relations sociales. Et pour en réactiver le sens, il faut donc se questionner sur l'idée des sociétés dans laquelle on veut aujourd'hui la faire opérer. Merci.